Une très bonne journée à tous les participants de cet événement. Tout d'abord, je voudrais remercier le professeur Aloïse Kesne pour sa généreuse et aimable invitation au professeur Luis Vicente et à moi-même de préparer cette présentation pour vous. Je voudrais également saluer tout particulièrement tous les orateurs de cet événement scientifique très important et d'actualité. Je vous présente mes excuses, mesdames et messieurs, pour l'absence de mon cher ami Luis Vicente de cette vidéo, bien qu'il soit également co-auteur du texte sur lequel elle est basée. Je vous demande également de faire preuve de compréhension à l'égard de mon pauvre français, mais croyez-moi, c'est un honnête effort de cordialité que je pense que la circonstance et les mesdames et messieurs qui nous accompagnent méritent bien. Il faut tout d'abord faire un petit état des lieux dans les domaines des sciences de la vie. À la fin du 19e siècle, Charles Darwin a annoncé ce qu'on a appelé la loi de continuité de Darwin. La différence d'esprit entre l'homme et les animaux supérieurs, aussi grande soit-elle, est certainement une différence de degré et non de nature. En 1975, le biologiste Donald Griffin établit les bases de l'éthologie cognitive. Les animaux sont dotés d'une expérience mentale qui leur permet de réfléchir au flux temporel des événements et à l'intentionnalité qui leur permet de projeter les événements futurs en les plaçant dans une dimension spatio-temporelle. Plus récemment, le neuroscientifique portugais António Damasio a annoncé que de nombreux autres animaux seraient dotés d'une conscience pouvant ressentir du plaisir et de la douleur, garder des souvenirs, agir dans la poursuite d'objectifs, étant encore capables de grands actes de générosité. Ces idées, qui ont démontré de nouvelles erreurs de Descartes, ont soulevé quelques perplexités dans le domaine du droit. En effet, le monde actuel et son héritage cartésien, encore fort, qui met l'accent sur la caractéristique de la rationalité au détriment de la sensibilité, s'est obstinément écarté du contrat social au-delà des enfants et des incapables, les animaux non humains. Cependant, aujourd'hui, le critère de la sensibilité, comme nous le verrons, a mérité une nouvelle attention de la part de la loi, bien que sa protection se fasse encore de manière objective, en réservant au discours des droits subjectifs les individus humains auxquels sont attribuées des caractéristiques fondées sur la rationalité, caractéristiques qui peuvent être actuelles ou potentielles. C'est peut-être pour cette raison qu'il y a des nuances importantes à noter dans le traitement que la loi a consacré aux trois groupes. Il est en fait que ces deux groupes humains, bien qu'ils ne soient pas signataires du contrat submentionné, bénéficient de représentants légaux qui gèrent leur vie sociale et agissent avec pertinence juridique, notamment dans la protection de leurs droits subjectifs. Les autres animaux ne le font pas. Bien que la figure de médiateur pour les animaux existe déjà, comme en Autriche ou au Portugal par exemple, ou même des commissaires pour le bien-être des animaux, comme à Malte, ou des comités d'experts pour le bien-être des animaux, comme à la Commission européenne elle-même, ce qui est certain, c'est que dans aucun système juridique au monde, les animaux n'ont sont été dotés d'une personnalité juridique à ce jour. Et donc les médiateurs, les commissaires ou les comités ne peuvent pas être leurs représentants effectifs. Mais nous ne serons plus très loin de cela. Si avant de suggérer l'existence de sujets du droit autres que les humains,
Au-delà des personnes naturelles et des personnes morales, qui ne sont rien d'autre que des agrégats d'humains qui s'organisent dans un certain but, cela a provoqué la perplexité au sein de la doctrine juridique. Aujourd'hui, nous sommes confrontés à une petite révolution du droit, une révolution qui change le paradigme qui s'est vengé au cours des siècles dans la sphère du droit. Ce paradigme était basé sur la dichotomie entre les choses et les personnes et déterminait que seuls les humains ou les organisations humaines pouvaient être des personnes et donc avoir une personnalité juridique. Eh bien, cet siècle a apporté quelques nouveautés dans ce domaine. C'est en 2008 que l'Équateur est devenu le premier à reconnaître des droits subjectifs à la nature, suivi d'une série d'autres États qui ont suivi le même chemin. En Europe, et en particulier en France, Espagne ou Portugal, nous n'avons pas encore d'initiative législative dans ce sens, vers la reconnaissance de la personnalité juridique d'êtres naturels, plantes, animaux ou écosystèmes. Mais nous avons des nouveautés en ce qui concerne les animaux, bien que nous ne soyons pas encore parvenus à la reconnaissance de leur personnalité juridique. C'est au XIXe siècle que la société portugaise a commencé à considérer les animaux comme des êtres capables de souffrir, de ressentir de la douleur et de ressentir du plaisir, tout comme les humains. En 1836, sous le règne de Dona Maria II, par un décret signé par Passos Manuel, alors secrétaire d'État aux affaires du royaume, on considérait que la corrida était un détournement barbare et abusif des nations civilisées. Nous lisons dans ce décret, avec intérêt pour notre argument, ces spectacles ne servent qu'à habituer les hommes au crime et à la férocité, et souhaitant que je supprime toutes les causes qui peuvent entraver ou retarder l'amélioration morale de la nation portugaise, je décrète par la présente que désormais la corrida sera interdite dans tous les royaumes. Mais 9 mois plus tard, elle serait révoquée. Il s'en est suivi une longue période d'apathie législative concernant la réglementation de la protection des animaux au Portugal, avec quelques exceptions très spécifiques. À la fin du XXe siècle, dans les années 90, la loi générale sur la protection des animaux au Portugal, la loi 92 de 1995, est apparue. Cette loi a toutefois exclu de son champ d'application les spectacles torrents. La loi numéro 8 de 2017 a inscrit un nouveau statut pour les animaux dans l'article 201b du Code civil que se lit comme suit. Les animaux sont des êtres vivants dotés de sensibilité et objets de protection juridique en vertu de leur nature. D'une part, il se reconnaît leur nature d'être vivant, doué de sensibilité, les tenant conceptuellement à l'écart des choses. D'autre part, le législateur n'avait pas encore la possibilité de leur donner une personnalité juridique. Les animaux ne sont plus des choses, mais ils ne sont pas non plus devenus des personnes. Nous sommes donc confrontés à la création d'une nouvelle réalité dans notre système juridique en tertium genus, qui a à placer les animaux à un niveau intermédiaire entre les choses et les hommes. Mais déjà auparavant, la modification apportée par la loi numéro 69 de 2014 au Code pénal portugais, dans son article 387, mort et mauvais traitement des animaux de compagnie, avait déterminé qui, sans raison légitime, inflige des douleurs, des souffrances ou tout autre mauvais traitement physique à un animal de compagnie est puni d'un emprisonnement de 6 mois à 1 an ou d'une amende de 60 à 120 jours. Mais l'article 389 exclut du champ de protection de l'article 387, entre autres, les spectacles taurins.
Cette voie n'est en fait pas nouvelle malgré tout. C'est très similaire à ce que la France avait déjà suivi avec la loi numéro 2015-177. L'article 50 de cette loi a ajouté l'article 515-14 au Code civil français qui stipulait alors que les animaux sont des êtres vivants doués de sensibilité. Sous réserve des lois qui les protègent, les animaux sont soumis au régime des biens. Mais comme dans le système juridique portugais, le Code pénal français, dans son article 521.1, exclut les délits de mauvais traitement des animaux, et pas seulement des animaux de compagnie, comme le Code pénal portugais, des mauvais traitements des taureaux et d'autres activités impliquant la cruauté envers les animaux dans les contextes des traditions dites locales. Le règlement municipal de l'Union des villes taurines de France déclare également la légalité des corridas organisées dans le cadre de ces règlements et l'exclusion du champ d'application des sanctions prévues à l'article 521.1 du Code pénal. Il convient de noter qu'en France, ces manifestations sont expressément reconnues comme des traditions locales et ne sont légitimes que dans les communes où cette tradition est reconnue. Au Portugal, bien que le débat commence à porter sur la reconnaissance de la légitimité des municipalités à décider d'autoriser ou non la pratique des spectacles, notamment parce que la culture tauromachique au Portugal n'est pas transversale à l'ensemble de la société ou à l'ensemble du territoire, nous sommes encore loin de cette décision. En fait, en 2014 également, un nouveau règlement portugais sur les spectacles tauromachiques a été publié. Dans le préambule du décret-loi 82 de 2014, on lit que 2 décennies après la publication du règlement du spectacle taurin, il est devenu nécessaire d'adapter à la réalité actuelle le cadre juridique qui concerne toute l'activité tauromachique et de le rendre compatible les exigences de sauvegarde de l'intérêt public qui passent aussi par l'harmonisation des intérêts des différents acteurs du spectacle taurin et la défense du bien-être des animaux. Il convient de noter que cet amendement précède à la fois la criminalisation des mauvais traitements infligés aux animaux de compagnie, également à partir de 2014, et la reconnaissance du nouveau statut juridique des animaux qui ne sont arrivés qu'en 2017. Passons maintenant à l'Espagne. En Espagne, au niveau civiliste, nous ne sommes pas encore au point des codes civils portugais et français. Bien qu'un débat législatif sur les statuts juridiques des animaux soit en cours depuis 2017, les animaux n'ont pas encore atteint le statut intermédiaire entre les personnes et les choses et conservent leur statut des biens meubles et immeubles. Mais en 2015, le mauvais traitement des animaux domestiques et non seulement des animaux de compagnie a été érigé en crime dans les codes pénals espagnols dans l'article 337. Mais au numéro 4 de cet article, sans le mentionner expressement, en déterminant que l'article précis s'applique à tout autre spectacle non légalement autorisé, le Code pénal espagnol exclut également du cadre de la protection des animaux qui ont été cruellement maltraités dans le cadre d'activités tauromachiques au taurin. Dans le domaine du droit civil, une initiative a été reçue en 2017 présentant une nouvelle proposition de loi, la loi 122-134 de modification du Code civil qui prévoit également un nouveau régime juridique pour les animaux. Cette loi reconnaît pour la première fois dans l'histoire du système juridique espagnol la capacité des animaux à ressentir et rompre avec leur statut juridique civil des choses au niveau de l'État. Cependant, cette initiative est actuellement interrompue en état d'expiration. En Espagne, nous pouvons souligner une seule exception dans tous les règlements de droit civil floral, le Code civil catalan, dans son article 511, le troisième, précise que les animaux ne sont pas des choses.
Le règlement du spectacle taurin espagnol détermine, à la différence de la France, que le règlement sera d'application générale sur tout le territoire espagnol, au terme de la disposition additionnelle de la loi 10 de 1991. Mais nous devons mentionner un cas remarquable qui est le cas catalan. Ici, l'abolition de la tauromachie a été approuvée par le Parlement catalan le 28 juillet 2010 sur la base d'une initiative législative populaire de la plateforme Pro qui a recueilli plus de 200 000 signatures. La communauté autonome de Catalogne est devenue la deuxième région d'Espagne à l'interdire la tauromachie après les îles Canaries en 1991. Cependant, en 2016, la Cour constitutionnelle espagnole a annulé l'accord du Parlement catalan de juillet 2010 interdisant les corrides dans cette communauté autonome. Cette décision a établi que la Catalogne peut réglementer les fêtes taurines et protéger les animaux, mais ne peut les interdire. Les juges ont pris la décision avec 8 voix en faveur et 3 contre. La décision du tribunal constitutionnel est fondée sur le fait que l'État espagnol a déclaré la tauromachie comme patrimoine culturel et le tribunal considère donc que l'interdiction de la tauromachie en Catalogne est inconstitutionnelle car les régions autonomes n'ont pas la légitimité pour l'interdire. En tout cas, plus aucune corrida n'a jamais eu lieu en Catalogne, de sorte que la décision de la Cour constitutionnelle n'a eu aucun impact sur la pratique antitaurine des Catalans. Il est curieux que les législateurs tant portugais que français ou espagnols, malgré des différences de périmètre, aient décidé que la cruauté envers les animaux serait punie comme un crime, mais aient ressenti le besoin d'exclure de le champ d'application de leurs régimes respectifs, entre autres les spectacles taurins. Cette exception a été expressément justifiée par l'entendu de la protection des droits fondamentaux inscrits dans les constitutions respectives, à savoir les droits culturels. Dans le cas de la France, comme mentionné ci-dessus, la protection de la tradition locale est invoquée et cette protection est limitée aux municipalités où cette tradition est reconnue. À la lumière de la compréhension des législateurs portugais et espagnols, le législateur et le juge ont renvoyé toute décision sur la question au Parlement respectif des deux États. Nous vous rappelons qu'en matière de droits fondamentaux, nous ne pouvons pas parler de droits absolus, sinon nous ne pourrons pas résoudre les questions relatives à l'éventuelle collision de droits. Il sera toujours possible d'argumenter qu'il n'y a pas de consécration constitutionnelle expresse à la protection des animaux dans les constitutions mentionnées et que cela conduira à ce que le débat ne puisse même pas avoir lieu. Mais la protection des animaux ne découlera-t-elle pas des valeurs humanistes elles-mêmes, fondées sur le principe de la dignité humaine et sur notre intérêt pour une société juste et sans violence? Ces valeurs ne feront-elles pas partie des traditions européennes, mais seront-elles inscrites dans nos constitutions? La loi doit-elle rester autiste face à l'évolution de la science? Nous avons terminé avec ces questions qui, à notre avis, méritent une réflexion plus approfondie. Merci beaucoup pour votre patience. À bientôt et continuez à faire du bon travail.